Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit. Racontons nos histoires avec des cœurs si purs. Kinshasa Télévision, notre esprit perdure. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit. Racontons nos histoires avec des cœurs si purs. Kinshasa Télévision, notre esprit perdure. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit. Racontons nos histoires avec des cœurs si purs. Kinshasa Télévision, notre esprit perdure. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit. Racontons nos histoires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Cocorico. Merci beaucoup pour votre fidélité et toutes nos excuses pour le retard avec lequel on commence l'émission du jour. Les excuses, on en aura toujours besoin parce que c'est pas évident. C'est pas évident déjà d'être là, mais je félicite toujours toute l'équipe de Kinshasa Télévision pour les efforts qu'ils font tous les jours pour être là à l'heure afin de vous présenter et de vous proposer ce programme Cocorico. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, mais également Kinshasa Télévision en clair sur TNT à Kinshasa, Brazzaville et dans une grande partie du Congo central. Merci encore pour votre fidélité pour cette première émission de la semaine. Voici donc les grands titres. Alors qu'il plaide pour l'annulation pure et simple de l'accord Union européenne-Rwanda sur l'exploitation des minéraux issus des zones de conflit à l'est de la RDC, le docteur Denis Mukwege tire une nouvelle sonnette d'alarme. Le prix Nobel de la paix, récemment honoré au Parlement européen, dénonce des risques de futurs conflits que pourrait engendrer le partenariat trilatéral RDC-États-Unis-Rwanda sur les minéraux stratégiques, tant que la question des violations massives des droits humains reste sans réponse. On en parle tout à l'heure. Vital Kamerhe, en mission spéciale, a été reçu à Entebbe par le président ougandais Yoweri Museveni, portant un message personnel du président Félix Tshisekedi. L'homme fort du régime congolais a discuté de la sécurité dans l'est du Congo, mais ces allers-retours diplomatiques soulèvent des interrogations. Quelle stratégie Tshisekedi déploie-t-il derrière ces échanges rapprochés avec ses homologues africains? Cocorico va lever le voile dans cette émission. 262 ports illégaux identifiés dans 17 provinces, dont 9 rien que à Kinshasa. C'est l'ampleur du fléau que Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge des transports, a décidé de combattre. Il a transmis à son homologue de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, une liste pour fermeture immédiate, une mesure qui découle des résolutions du Conseil des ministres. La guerre contre le trafic fluvial illégal est-elle enfin lancée en RDC? On y reviendra. Face aux menaces sécuritaires, persistance du M23 aux cyberattaques, le député Ron Roger Étienne Bimoila monte créneau. Il propose une loi pour mieux encadrer la classification, la protection et la déclassification des informations sensibles d'intérêt national. À l'ère de la guerre d'information, la RDC muscle sa défense numérique et stratégique.
Une vague de grippe frappe en plein fouet la capitale congolaise. Les Quinois s'organisent comme ils peuvent. Médecine moderne pour les uns, décoction, c'est ça qu'on dit? Décoction des grands-mères pour les autres. Mais ces remèdes improvisés inquiètent les médecins qui alertent sur des risques et des toxicités. Un appel à la vigilance sanitaire alors que l'épidémie s'étend. À Kinshasa, les animaux de compagnie sont souvent réduits à leurs fonctions utilitaires. Chiens, gardiens, chats, chasseurs, peu nombreux sont ceux qui les amènent chez les vétérinaires. En cause, le coût très élevé des soins et la priorité donnée aux besoins humains dans les budgets familiaux. Un regard sur la réalité sociale où la santé animale reste marginalisée. On en parlera dans cette émission avec nos envoyés spéciaux intelligence artificielle. Ouais. Ah ouais, IA. Parce que vous savez que Kinshasa, c'est la première chaîne de télévision en RDC qui utilise de façon ouverte et professionnelle ces nouveaux outils de la nouvelle technologie de l'information qui est l'intelligence artificielle avec beaucoup de professionnalisme. Donc, bienvenue encore dans Cocorico avec mes amis et confrères de tous les matins. On est chez vous aujourd'hui. Monsieur Charles Dimandja-Wembi, bonjour. Bonjour Marius. Bon lundi. Bon lundi aussi. Disons ce contrat de fidélité. Nous avons signé avec nos internautes. Oui, disons bonne lundiose, ça peut se dire. Bonne lundiose, hein. Oh non, mais non, là, on serait encore sous les effets. André Junior Moumaka qui nous revient après quelques jours de congé. Exactement, et ça fait plaisir de retrouver ce plateau. Merci beaucoup André Junior d'être là, j'espère que ça va mieux pour attaquer la semaine. Ça va, ça va. Et l'infatigable Jean-Kia Moukelenge, l'homme derrière la rédaction de l'émission d'aujourd'hui. Jean-Kia, bonjour. Bonjour Marius, c'est un grand plaisir d'être encore là et surtout au lendemain de la victoire du FC Barcelone face au Real de Madrid. C'était la désolation vendredi dernier. Ah oui? Jean Dumont, j'ai entendu hocher la tête. Moi, je suis pas beaucoup ces trucs-là. C'est bon, ça va. Tant que c'est pas les léopards, ça va, je suis tranquille. Alors, pour parler justement de commenter l'actualité, notamment celle du docteur Denis Mukwege, nous allons recevoir sur ce plateau. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir deux Marius sur le plateau. Hein. Alors, lui s'appelle Marius Moubalama, il est analyste et politique et proche du docteur Denis Mukwege, nous dit-il. Donc, on va parler avec lui dans cette émission pour essayer de commenter cette actualité. Alors, donc, Jean-Kia Moukelenge, Charles Dimandja-Wembi, André Junior Moumaka, à vous le plateau. Le docteur Denis Mukwege était devant le Parlement de l'Union européenne. Devant les journalistes. Okay. Pour défendre les droits de l'homme. C'est un médecin qui connaît les souffrances humaines pour s'être surtout occupé des femmes violées. Et quand il parle comme ça devant un aéropage d'hommes politiques, je crois qu'il est écouté. On espère qu'il est écouté. Alors, on va suivre cet élément avant de commencer à le commenter avec vous. En premier lieu, je pense que le docteur Mukwege a commencé par dresser en fait, l'état des lieux depuis l'occupation de ces territoires nationaux par le M23 et leurs alliés rwandais. On va le suivre et puis on va revenir tout à l'heure pour essayer de commenter cette partie. Et puis on passera à la deuxième partie qui est consacrée aux solutions que lui envisage, qu'il espère qu'on peut mettre en place pour mettre fin à cette crise. Regardez. Depuis la résurgence de M23 et soutenue par l'armée rwandaise, sur le plan sécuritaire, on voit une escalade des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, plus de 10 millions, presque la population de la Belgique, survivent dans une peur et la famine. Ils n'ont pas accès à leur argent à la banque, ils n'ont pas accès au traitement, ils n'ont pas accès à la nourriture. Les zones minières sont contrôlées et depuis quelque temps, on voit une expansion du contrôle de ces zones minières. Sur le plan humanitaire, je voulais juste citer Jan Egeland, qui était en mission en République démocratique du Congo. Le 4 avril, il a dit « Les niveaux de négligence globale dont sont victimes les civils de l'Est de la République démocratique du Congo devraient faire honte aux dirigeants du monde. » Il est le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés. Et en fait, aujourd'hui, sur le plan humanitaire,
il y a 26 millions de Congolais qui vivent dans l'insécurité alimentaire totale. Et 7,8 millions de la population congolaise est sans toit, des déplacés internes. J'ai rencontré même des familles qui, les 10 dernières années, n'ont jamais fait plus de 6 mois à un même endroit. 1,6 million d'enfants ne peuvent pas aller à l'école puisque les écoles ont été vandalisées, détruites et l'insécurité est permanente. Sur le plan des droits humains, la situation est également alarmante à cause de la culture de l'impunité qui a pris place depuis maintenant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, on voit que les droits humains et les droits internationaux et humanitaires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ne sont pas du tout respectés. Au Conseil des droits de l'homme, il avait été annoncé que plus de 600 exécutions sommaires ont été commises juste le premier trimestre de cette année. C'est énorme. Au niveau donc de la situation en général, je dois dire que nous vivons une situation qui est dramatique à l'est de la République démocratique du Congo. Les violences sexuelles continuent à être utilisées comme une arme de guerre. Et en 2023, par exemple, les Nations Unies ont recensé 123 000 cas de violences sexuelles, ce qui représente une femme violée toutes les 4 minutes. L'UNICEF vient de publier son rapport le mois passé, qui est alarmant, mais c'est un rapport que nous corroborons à l'hôpital des Panzi, où plus de 10 000 violences sexuelles qui sont faites, 30 à 35% constituées par les enfants. Et donc, je pense qu'on voit très bien la tendance qui va vers l'inacceptable. La violence est inacceptable, mais s'attaquer aux enfants, ça c'est dépasser toutes les lignes rouges qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, ce qui fait le plus mal, quand je vois les victimes qui nous parlent, qui nous témoignent, et qu'aujourd'hui, les violeurs, du fait de l'impunité, ne se gênent pas d'enregistrer leurs crimes et les mettre sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez vous imaginer pour les mères, pour les épouses, lorsque leur crime peut être mis sur les réseaux sociaux, c'est en fait l'humiliation est déjà là, mais là c'est le détruire complètement. Voilà, donc c'est le docteur Mukwege qui nous fait qui nous brosse ce tableau qui fait froid aux yeux, froid au dos, j'allais dire, par rapport à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, évidemment. On va revenir sur ça tout à l'heure avec vous, monsieur Marius Moubalama. Est-ce que vous nous commentez ce que nous vient de suivre du docteur Mukwege, que vous connaissez déjà? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation, merci pour la considération et je suis très heureux d'être en face de vous. Merci. Et comme vous le savez, c'est depuis très longtemps que Denis Mukwege ne cesse de faire des alertes par rapport à la situation qui prévaut à l'est de notre pays, qui est très alarmante. Et au-delà de faire des alertes, il donne aussi des propositions que malheureusement, nous avions constaté que le gouvernement de Kinshasa n'arrive pas à prendre le bras à le corps en fait d'utiliser l'expérience proposée par Denis Mukwege. Moi, je l'ai toujours dit que Denis Mukwege est un fin diplomate que le Congo n'a jamais connu. Et l'avoir utilisé, docteur Denis Mukwege, ça peut apporter quelque chose de significatif pour que nous puissions résoudre de façon durable les problèmes que nous avons au pays. Quand vous dites savoir l'utiliser, comment est-ce que vous voyez son utilisation? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut l'utiliser? Sur le plan diplomatique, je donne par exemple l'intervention du docteur Denis Mukwege au Parlement de l'Union européenne. Il a été clair et il a donné des éléments nécessaires qui ont... Nous allons revenir tout à l'heure sur les pistes qu'il est en train de donner. Peut-être ce sera la deuxième partie. Et je disais, oui. Les Comment est-ce qu'on peut propositions l'utiliser que Mukwege donne toujours par rapport au conflit de l'Est, le gouvernement central ou le gouvernement de Kinshasa passe outre mesure et ne veut pas exploiter, croyant que si il mettait en œuvre les propositions données par Denis Mukwege pour résoudre de façon durable la crise à l'Est, la gloire reviendrait à Dr Denis Mukwege. Et pourtant, ce n'est pas ça. La gloire reviendrait au Congo parce que ce qu'il fait, il le fait pour le Congo, pas pour son intérêt. Dr Denis Mukwege pouvait rester dans son confort en tant que prix Nobel de paix, en tant que professeur d'université, en tant que médecin.
Mais au regard de la situation des Congolais, cela les laisse indifférents. Voilà pourquoi il est sur le terrain pour donner des propositions afin que nous revenons, que le gouvernement, pour moi, devrait considérer à ses justes valeurs. Vous avez dit que Denis Mukwege pouvait rester dans cette étiquette de prix Nobel, de médecin, mais aujourd'hui, il a une autre étiquette, c'est lui d'homme politique. Ne pensez-vous pas que cela tâche un peu sa réputation sur le plan diplomatique ou même politique de notre pays? En fait, la réputation de Denis Mukwege ne compte pas beaucoup plus par rapport aux valeurs des Congolais. Ouais. Ça ne sert à rien que Mukwege reste propre dans son camp, alors que sa population souffre, coupée dans la misère. C'est ainsi que Denis Mukwege lève le ton. Ouais. Il s'est dit... Les résultats des dernières élections le prouvent. Hein. Il était largement derrière. Pour nous, il n'y avait pas eu des élections en 2023. En fait, à la veille même de ces élections-là, même avant les élections, le docteur Denis Mukwege avait décrié la façon dont ces élections-là ont été organisées. Et donc, et vous le savez, vous êtes journaliste, vous avez été sur le terrain, vous savez comment moi, je ne veux pas qu'on parle d'élections. Moi, je veux qu'on parle en fait de l'image de Denis Mukwege, qu'on parle de Denis Mukwege, de l'homme politique, et Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Il y a maintenant une nuance, il n'y a plus le même regard comme c'était le cas auparavant. Docteur Denis Mukwege reste prix Nobel de la paix. Et à ce titre, il travaille en tant que prix Nobel de la paix pour donner des solutions plausibles aux conflits de l'Est de façon durable, comme je l'ai dit. Le fait qu'il soit venu, c'est là que je vais répondre à cette question, parce que ça reste quand même un paradoxe. Que dans un pays comme la RDC, où nous avons un prix Nobel de la paix, que nous ne cessions pas de tourner à rond pendant 30 ans dans une guerre. Il a donné des propositions qui n'ont jamais été utilisées. C'est pourquoi lui-même, il est venu se présenter devant les souverains primaires, afin qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, la légitimité, l'impérium, pour que lui-même puisse mettre en œuvre les politiques publiques qu'il a, afin que nous puissions revenir à la situation de la paix. Dire que son image est attachée... Il a été carrément vomi, hein, parce que quand on regarde les résultats des dernières élections... Je crois, André, il ne faut pas confondre des gens qui sont engagés dans une cause par rapport à la politique. Je me rappelle, j'avais posé la même question au docteur Sonji. J'ai dit, vous auriez pu rester dans votre cabinet de cardiologue, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire sur le plan politique? Il m'a dit, j'en avais assez de toucher à la misère de la population. Le propos de Dr Sonji me rappelle Georges Habash en Palestine. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza? Georges Habash était tranquillement médecin psychiatre, qui soigne les enfants, pédiatre. Mais à force de recevoir des enfants mutilés par des bombes, il a fini par créer une organisation terroriste qui est devenue célèbre, FPLP, Fonds populaire pour la libération de la Palestine. Donc vous savez, ces gens qui sont au contact quotidien avec les souffrances, nos souffrances à nous, ça les amène parfois à se révolter. C'est vrai, il n'est pas à sa place. Qu'il soit candidat président de la République, mais c'est parce qu'il en avait assez. J'ai l'impression, Charles, vous répondez à André Junior. Moi, je voudrais plutôt... Mais Charles est là aussi pour nous apporter sa sagesse. Oui. Avec toute son expérience. Parce qu'on plante toujours sous l'angle politique. On minimise. Cet avis, c'est celui du docteur Denis Mukwege que peut-être M. Marius Moubalama devait bien nous tailler au clair. Moi, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. La question que je me pose, ou alors que je peux vous poser à vous, M. Marius, la seule façon de défendre le pays, la seule façon de porter haut la voix des Congolais, c'est seulement devenir un politicien. Aujourd'hui, il était intervenu devant le Parlement européen, pas en tant qu'ancien candidat ancien candidat président de la République, mais il est intervenu en tant que prix Nobel de la paix. Est-ce que sa voix ne suffit pas à être entendue à ses justes titres? Oui, permettez-moi de vous répondre. Vous savez, Dr Denis Mukwege, il intervient en titre de personnalité de la société civile. Il n'engage pas la République démocratique du Congo. Ouais. En 2021, Dr Denis Mukwege rencontre le président Félix Tshisekedi, étant président élu du pays. Il lui dit, Monsieur le Président, pour bien asseoir votre pouvoir, il faille demander à ce que la justice transitionnelle soit établie dans notre pays. Et c'est Félix, en tant que président de la République, qui a le pouvoir d'écrire au Conseil de sécurité, et non pas Dr Denis Mukwege. C'est le président Tshisekedi qui engage le pays au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et voilà pourquoi, au regard de tout ce que Mukwege a proposé, qui n'a jamais été pris en compte par le pouvoir,
Voilà pourquoi il est venu. Mais vous savez, la force des sociétés civiles, ce sont des organes indépendants sur lesquels le partenaire international pose leur confiance. Il faut comprendre comment est-ce que le système des Nations Unies aussi fonctionne. La société civile est là, mais la société civile n'engage pas un État dans le Conseil de sécurité. C'est le chef de l'État qui engage le pays au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et voilà pourquoi Mukwege donne toujours des propositions au président de la République. Comme je l'ai dit, permettez-moi de revenir sur ce que j'ai dit, au regard du fait que le gouvernement de Kinshasa ne prend pas à compte toutes les politiques publiques éditées par Mukwege en faveur de notre pays et qui déjà sont en train de donner des résultats dans d'autres cieux, parce que les politiques proposées par la RDC, par le Dr Denis Mukwege, produisent aujourd'hui des produits palpables, en Colombie par exemple. Mais ici chez nous, nous traînons le pas. Voilà pourquoi il est venu, ayant la maîtrise de sa politique. Il s'est présenté devant les souverains primaires, en fait d'avoir la légitimité, l'impérium, pour parler maintenant de façon directe, être l'interlocuteur direct de la RDC au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est dans ce sens-là. Lui, en tant que prix Nobel, il fait des plaidoyers. Et c'est le gouvernement congolais qui doit maintenant travailler pour la mise en œuvre de ce que Mukwege propose. Voilà, très bien. Alors justement, le docteur Mukwege est en train de faire un tableau de toutes les résolutions qu'il y a eu jusque-là en République démocratique du Congo pour chercher à ramener la paix. Et il revient sur ce deal. Bon, on va peut-être pas suivre, vous allez nous expliquer ça tout à l'heure, entre les États-Unis, la RDC et le Rwanda. Il tire une sonnette d'alarme pour dire il faudra beaucoup regarder sur la question des droits humains. On va suivre le docteur Mukwege, une fois de plus, pour cette deuxième partie, et puis on revient pour en débattre. Il y a plusieurs tentatives qui ont eu lieu pour essayer de résoudre, donc de mettre fin à cette crise. L'accord qui était l'accord de l'espoir, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord qui était signé en 2012 permettait en fait de résoudre les racines profondes de cette crise en République démocratique du Congo et mettait sur la table des négociations les pays limitrophes du Congo, mais également les institutions comme les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, les organisations régionales. Mais les pays, en fait, il y avait 4 pays garants, dont l'Union, donc la Belgique, l'Angleterre, la Belgique, l'Angleterre, la France et les États-Unis. Et je pense que cet accord était très très important. Je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être y revenir pour montrer que c'est là où il faut qu'on puisse retourner pour pouvoir parler de la paix en République démocratique du Congo. D'autres accords ont été faits. On a eu la feuille de route de Luanda et de Nairobi qui ont été après fusionnés à une seule négociation, mais on voit très bien que les trêves qui ont été données, souvent, c'est terminé par être violées par la mauvaise foi des belligérants. Il y a l'initiative du pacte social pour la paix de la CENCO et de l'ECC qu'il faut encourager et pouvoir peut-être faire le bon séquençage pour permettre à ce que ça puisse aider. Mais on voit qu'il y a d'autres initiatives telles que la facilitation de l'État du Qatar, où nous avons réagi par rapport à cette facilitation, puisqu'elle n'est pas du tout claire, mais elle a été soutenue par une facilitation américaine, donc de Washington, qui est aussi opaque que cette facilitation du Qatar. Et là, je reviens pour dire, c'est très difficile de comprendre qu'on essaie de résoudre la crise de la région des Grands Lacs dans l'opacité et le manque d'inclusivité, puisque l'Union européenne est un partenaire important pour cette région et malheureusement, dans les accords qui sont en train d'être négociés, malheureusement, l'Union européenne ne fait pas partie de ces négociations. Ces négociations ont 4 points. Je vais terminer rapidement. Ils reconnaissent mutuellement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et s'engagent à ne pas soutenir les groupes armés, mais demandent à ce qu'il y ait une intégration régionale et une coopération économique
et minière. Et c'est là où je crois que l'Union européenne a un rôle à jouer dans cette négociation. Malheureusement, aujourd'hui, l'Union européenne est absente. Et puis, faciliter le retour des réfugiés et les rôles des forces internationales, spécialement la MONUSCO qui est sur place. Voilà, donc c'était le docteur Mukwege qui s'exprimait devant les journalistes au Parlement européen. Et il insiste, on l'a entendu tout à l'heure, il insiste sur la présence de l'Union européenne dans tous ces accords parce qu'il pense qu'il y a une absence totale de l'Union européenne. Oui, Mukwege déjà... Pourquoi c'est si important l'Union européenne? Oui, docteur Denis Mukwege, c'est pas seulement docteur Denis Mukwege, il y a un bon nombre aussi de scientifiques qui l'ont accompagné dans la lettre qu'ils ont adressée au chef de l'État par rapport, n'est-ce pas, à l'accord de principe qui a été signé sous l'égide de Washington. Et Mukwege fustige le caractère opaque, n'est-ce pas, et le manque d'inclusivité qui caractérise cet accord de principe. On ne peut pas avoir ce genre d'accords tout en ignorant l'Union européenne, sachant la taille ou bien l'intervention, la grandeur de l'intervention de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Mais au-delà de l'Union européenne aussi, il faut savoir que il y a aussi le pays membre, n'est-ce pas, de CIRGL, parce qu'il n'y a pas que le Rwanda. Moi, j'estime qu'il n'y a pas seulement que le Rwanda qui agresse la RDC, ou bien les impérialistes ne passent pas seulement que par le Rwanda. Le minerai de sang, le minerai qu'on commerce de façon illégale ne sont pas seulement vendus à travers le Rwanda. Tous les pays du CIRGL qui sont signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est par ces pays-là où on passe pour aussi vendre les matières premières de la RDC. Des pays comme l'Ouganda? Le pays comme l'Ouganda, le pays comme la Tanzanie, le Kenya, tous ces pays sont mis à l'écart dans cet accord ici. Mais aussi, il faudra souligner... Non, mais il y a l'Union africaine qui est derrière. Ces pays font partie de l'Union africaine. Il y a l'EAC également, les initiatives de l'EAC, toutes ces organisations sont en train de travailler en synergie, j'imagine, non? Il faudra signaler que tous ces pays qui sont à l'EAC, à l'Union européenne, tous ont été signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Tout ce qui a été demandé, tout ce qui a été donné comme recommandation par les différentes parties, ce sont les mêmes éléments qu'on revient encore dans le cadre des accords de principe et tous les accords que nous avions eu à signer. Par exemple, la résolution 2773, ce sont les mêmes recommandations. Permettez-moi un peu de revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre pourquoi est-ce que Dr Denis Mukwege insiste beaucoup plus sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Sur la table de négociation, il y avait eu, nous, la RDC, pays agressé, et tous les pays membres de CIRG, donc nos voisins. Mais également, il y a eu la communauté internationale, dont les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, l'Afrique du Sud, la SADC. Tous ces pays-là, tous ces acteurs sur la table avaient pris des engagements. La RDC avait pris l'engagement d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de notre pays, de combattre toutes les forces négatives, donc le groupe rebelle, et de travailler sur les réformes de l'armée et de la police, de travailler sur le développement économique qui allait s'étendre sur le développement des infrastructures et tant d'autres engagements. Le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays membres de CIRGL avaient pris l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ils avaient pris l'engagement de ne pas apporter aucun soutien aux groupes armés qui évoluent dans notre pays. Ils avaient pris l'engagement, n'est-ce pas, de ne pas héberger aucun groupe armé ou aucun rebelle qui fuit la RDC pour leur pays. Ils avaient pris l'engagement d'établir une coopération judiciaire entre la RDC et ces différents pays, afin que s'il y a un rebelle qui fouille dans leur pays soit arrêté et renvoyé en RDC pour qu'il puisse être jugé. Et la communauté internationale avait pris l'engagement d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre de cet accord. Et ils avaient demandé à la MONUSCO d'accompagner la RDC. Mais les politiques congolais, méchants qu'ils sont, ils ont mis la pression pour que le président Tshisekedi puisse prendre des décisions afin que le mandat de la MONUSCO puisse prendre fin dans notre pays. Et c'est là que vous allez voir que la résolution 2773 peine à être mise en œuvre. Il y avait aussi la population de partout. On avait manifesté pour justement défendre la MONUSCO. Vous pouvez me permettre de allez-y. Oui, je disais, la résolution 2773 peine d'être mise en œuvre parce que la MONUSCO doit accompagner la RDC à mettre en place cette résolution-là. Et tout ce que je venais de citer ici, ce sont les mêmes éléments qu'on demande à la RDC et les Rwandais dans la résolution 2773. Malheureusement, cette résolution-là, la RDC l'a escamotée en allant à Doha. Parce que pour nous, pour Dr Denis Mukwege,
La résolution 2773, en dépit, pour ce qui me concerne moi, de sa faiblesse, parce que cette résolution aussi pose problème d'inclusivité, parce que là, on a pris à compte que le Rwanda devrait quand même nous aider, nous accompagner pour que les cessez-le-feu soient une réalité. Mais malheureusement, on est allé au-delà. Au-delà, n'est-ce pas, de la résolution 2773, il y a aussi la conférence internationale sur la paix dont Denis Mukwege est en train de plaider pour que cela soit organisé, en fait de nous permettre à revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Ok, donc oui, rapidement. Moi, j'aimerais que vous puissiez un peu nous éclaircir, parce que j'aimerais qu'on fasse la part des choses. Quand on parle de la résolution 2773, la RDC n'a pas boycotté cela en allant vers Doha. La résolution 2773 dit scrupuleusement qu'il faudrait que les RDF, les éléments de l'armée rwandaise, quittent les territoires congolais. Il faut qu'il y ait cessation de soutien immédiate, de sans condition. troupes ou groupes rebelles. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer là-dessus. Et c'est pas qu'on a escamoté pour aller voir Doha. Non, Oui, il faut oui, juste oui, qu'il y ait oui. les respects, Oui, justement, je vais- de cette résolution-là. Permettez-moi d'être clair. Ouais, allez-y. Oui, la résolution 2773 donne des engagements ou bien recommande chaque parti, dont la RDC et le Rwanda, à respecter. Que le Rwanda ne respecte pas, parce que le Rwanda a une politique de talk and fight. Pendant qu'il est en train de négocier avec vous, il est aussi actif sur le terrain. Mais dans l'entretemps, la RDC a pris aussi l'engagement, dans le cadre de cette résolution-là, de combattre le FDLR sur le terrain. Les jours où le président Tshisekedi et le président Kagame devraient se rencontrer à Luanda sous la médiation du président Lorenzo, Le 15 décembre. le 15 décembre, du coup, on a été tous surpris que le président Tshisekedi et Kagame étaient à Doha. Or, dans ces conflits ici, Non, c'était pas le même jour. C'était pas le même jour. C'était le jour où la délégation Oui, c'est congolaise ça. devait rencontrer la délégation du M23. C'est ce même jour qu'ils se sont ils se rencontrés à Doha. Ouais. Et dans ces conditions-là, quand vous analysez un peu la présence de Doha dans ces conflits, vous allez vous rendre plus compte que Doha a plus d'intérêt au Rwanda qu'en RDC. Et du coup, Doha ne facilite pas trop la tâche à la RDC. Comment Et ça? les intérêts de Doha sont plus prépondérants au Rwanda. Ça, j'ai compris, mais qu'est-ce qui vous fait dire que le Doha ne facilite pas les intérêts de la RDC, plutôt ceux du Rwanda? Merci beaucoup. Plus la paix se rétablit, n'est-ce pas, en RDC, parce que l'économie du Rwanda est assise sur l'insécurité en RDC. Tous les investissements de Doha au Rwanda risquent de ne pas avoir, n'est-ce pas, le retour sur l'investissement. Donc? Je vous donne un exemple. L'aéroport international de Bugesera, qui risque de devenir l'aéroport de référence en Afrique de l'Est. C'est plus ou moins 60%, n'est-ce pas, des Qataris. Quand vous prenez... Par rapport à l'aéroport de Goma, par exemple. Par exemple, Vous vous voulez savez... dire que l'aéroport de Bougassera va éclipser l'aéroport de Goma? Déjà, l'aéroport de Goma ne reçoit pas des grands avions, vous le savez. Il y a donc, permettez-moi de le dire encore ainsi, tous les opérateurs économiques de la partie orientale, pour voyager à l'international, ils doivent passer par l'aéroport international de Kigali. C'est en termes de millions de dollars que les Congolais, n'est-ce pas, payent à Kigali, en termes de Gopa, c'est en termes de voyage, Goma, Kigali, et tout ça travaille pour faire tourner l'économie rwandaise. À Bukavu, par exemple, pour aller à Uvira, nous sommes obligés de passer par le Rwanda. Pourquoi? Parce que dans les escarpements d'Ngomo, qui est une route, n'est-ce pas, pleinement nationale, on y a implanté l'insécurité, la terreur. Et du coup, la population préfère passer par le Rwanda. Ça veut dire que l'engagement pris, j'ai fini par là, l'engagement pris à, comment on appelle, à Addis Abeba, qui concerne le développement économique qui allait s'étendre dans la construction des infrastructures de base, n'a pas été respecté. Voilà pourquoi je dis que Doha a plus d'intérêt au Rwanda qu'en RDC. Et quand vous prenez maintenant comment on appelle ça, l'accord de principe signé sous l'égide des États-Unis, vous allez vous rendre compte que tout ce qui a été demandé dans le cadre de résolution 2773, on ne parle plus de ça. Nous sommes maintenant sur un autre chemin qui va dans le sens d'avoir des accords miniers, l'exploitation de façon collégiale entre la RDC et
le Bon, Rwanda. cet accord n'est pas encore là. Je parle des accords de principe parce que tout est déjà établi dans cet accord. Cet accord n'est pas encore là. La RDC La et le Rwanda déclaration sont en de train principe. justement de travailler sur Je sur crois cet que la fois accord. passée, je ne vais pas revenir sur ça, la fois passée, le professeur Christian Kabang nous a expliqué c'était quoi une déclaration des principes. C'est justement des bases que l'on pose pour les projets de paix, pour un accord futur sur la paix, et les partis ne sont pas tenus à les respecter coûte que coûte. Mais cela va de soi, de l'image de chaque État, de les respecter pour que la suite soit beaucoup plus favorable. Tous ces accords que vous avez énumérés, tous ces processus ne jettent pas en bloc tous les autres processus. C'est-à-dire que si vous êtes à Doha, on parle du processus de Luanda, de Nairobi, on parle également de déclaration des principes. Tout cela converge et concourt. Il n'y a pas un seul processus qui écarte la résolution D'ailleurs- 2773. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Du Qatar qui était était récemment au Togo, à Lomé, à Lomé, où il a pour rencontré le facilitateur. président togolais Faure Gnassingbé, qui a été désigné facilitateur. c'est pour mutualiser par lui. tous ces- Justement, tous ces processus convergent pour une solution durable de la paix. C'est là que moi j'interviens ma question. On a l'impression que M. Mukwege va caresser à l'oreille de l'Union européenne pour, bien sûr, peut-être, je dirais, laver son image, parce que la même Union européenne auprès de laquelle elle va demander son intégration ou son intervention dans tous les processus, c'est la même Union européenne qui a conclu des accords, un protocole d'accord sur les chaînes de valeur durable pour les matières minières et premières avec le Rwanda en février dernier. Merci, ça c'est une très belle question. Je voudrais d'abord dire ici qu'il y a un impératif qu'on a toujours ignoré, n'est-ce pas, dans le processus de paix, ce qui nous amène toujours à tourner à rond. L'impératif de justice. Et c'est là que Mukwege est en train d'insister. On ne peut pas imaginer... Mais pourquoi avec construire- l'Union européenne, alors que l'Union européenne, justement, est accusée d'être en connivence avec le Rwanda? Je vais revenir à ça. Oui, mais rapidement, parce que... ouais. Pourquoi l'Union européenne? Rappelez-vous qu'il y a eu déjà une résolution prise à l'Union européenne qui interdisait l'exploitation et la commercialisation de matières premières venant des zones de conflit. Ça, c'était encore sous l'égide du Dr Denis Mukwege. C'est quand Les États-Unis avaient fait la même chose. Les États-Unis aussi avaient fait la même chose. Voilà. Docteur Denis Mukwege, le gouvernement congolais, après qu'il y ait cet acquis-là, cette résolution-là, en 2021, le gouvernement de Kinshasa signe un accord de paix avec le Rwanda qui octroyait au Rwanda la possibilité d'avoir une raffinerie de l'or congolais, alors que c'était déjà interdit d'exploiter et de commercialiser le matière première venant des zones de conflit. C'est après que le gouvernement congolais ait signé cet accord-là avec le Rwanda que l'Union européenne, qui n'avait pas cet accord-là avec le Rwanda, est venue signer l'accord de commerce avec le Rwanda à ce qui concerne la commerce de minéraux venant des zones de conflit. Et c'est là le combat aujourd'hui de Denis Mukwege. Il se bat pour que cet accord-là soit totalement annulé. Ok. Donc j'insiste sur l'impératif de la justice. On ne peut pas penser construire un pays issu de la guerre sans parler de la justice. C'est cela même la faiblesse de cet accord de principe qui nous a été publié récemment ici. Après, il a proposé on la parle- création d'un tribunal pénal international à RDC, une démarche déjà entamée par les procureurs après la CPI. Il faut faire la part des choses entre la CPI et les TPI, messieurs les journalistes. Le TPI, n'est-ce pas, est sous l'égide des Nations Unies. Et il y a des matières qui sont appropriées. Par rapport, par exemple, les rapports mapping. Le rapport mapping, le CPI aura du mal à exploiter le rapport mapping. Au vu que le Rwanda n'est pas signataire de l'accord de charte de Rome. Alors que le Rwanda est parmi les pays le plus cités dans les rapports mapping et ses acteurs. Si on parle dans le cadre de ces pays, ça veut dire que tous les Rwandais qui sont cités dans les rapports mapping, s'ils ne quittent pas leur territoire, ils ne seront jamais poursuivis. Voilà la faiblesse. Voilà. Mais alors que le Rwanda est membre de l'ONU, s'il y a une résolution qui établit le tribunal pénal international pour la RDC, voilà. Ça veut dire que tous ces pays-là, signataires de charte de l'ONU, sont opposables à cette résolution-là. Voilà la nécessité de tes pays. Voilà, très bien. Donc, c'est la démarche du docteur Mukwege. On ne va pas s'éterniser là-dessus. On reviendra à vous tout à l'heure. Beaucoup de balais diplomatiques, on en parlait tout à l'heure, avec le président de l'Assemblée nationale qui était justement dans le même cadre de la recherche de la paix en RDC. Donc, Vital Kamerhe était en mission à Entebbe où il a rencontré le président ougandais, Yoweri Museveni. C'était bien le vendredi 10 mai dernier que Vital Kamerhe a été reçu au State House d'Entebbe. Nous sommes là en Ouganda. Il a été reçu par le président Yoweri Museveni. Les échanges ont tourné sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, mais on précise également que Vital Kamerhe était porteur
d'un message du président Félix Tshisekedi à son homologue président ougandais Yoweri Museveni. Mais après, le chef de la délégation, M. Lambert Mende Omalanga, a précisé que c'était dans le cadre d'une mission Est-ce qu'on a des images sur ça? d'une mission parlementaire congolaise entamée depuis novembre dernier. Initialement, c'était juste dans le cadre bilatéral entre les deux pays, des sécurités, etc. et tous les contours. Mais après, avec cette présence de Vitali Kamere, c'était plutôt un message spécial, spécifique. Ce message n'a pas été en tout cas dévoilé à la presse, savoir de quoi est-ce qui s'est agi, qu'est-ce qui a été dit au fond par ces messages. Rien n'a été rien à filtrer. Mais après, il y a au moins une observation sur les différents messages envoyés par différents dirigeants africains. Nous avons vu en février dernier le ministre de la Justice. Avant que tu rappelles ça, cher Jean, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette démarche d'associer aussi l'Ouganda? Parce que je sais que le docteur Mukwege est très critique vis-à-vis du rôle de l'Ouganda aussi dans ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Oui, toute démarche étant à nous amener sur la voie de la paix, nous saluons. Mais seulement, il faut souligner qu'il sera toujours impossible, n'est-ce pas, sans la justice, de penser faire la paix avec ceux qui sont les bourreaux des Congolais d'hier. Parce que l'Ouganda, le Rwanda, ce sont ceux-là qui sont le plus cités dans le rapport mapping. Et donc, la justice reste quelque chose de très, très pertinent pour juguler de façon durable le conflit à l'Est. Si aujourd'hui, il y a résurgence des groupes armés, des Congolais qui prennent les lix dans la rébellion contre le pays, contre le gouvernement et tuer les Congolais, c'est parce qu'ils savent qu'à l'issue de leurs aventures, ils finissent toujours tous par être membres du gouvernement, à intégrer l'armée au plus haut niveau, parce qu'il n'y a jamais eu justice. Voilà. Et justement, Jean, tu le disais tout à l'heure, il y a un balai diplomatique depuis un temps où il y a des émissaires du président Tshisekedi qui circulent dans toute l'Afrique pour rencontrer des chefs d'État. Oui. C'est là où on ne sait pas, c'est un peu opaque, bien que je ne vais pas prendre les mots de Dr Mukwege devant le Parlement européen. On se rappellera de cette visite en février dernier du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui est allé auprès du président du Mali, qui est peut-être aujourd'hui aux yeux du monde accusé ou alors qualifié de putschiste. Mais il a été également là, porteur d'un message. Ça reste quand même un chef d'État. Ça reste quand même un chef d'État, avec tout le respect de la souveraineté du Mali. Il a été là également porteur d'un message du président Tshisekedi. Et là, récemment, nous avons vu la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayukomba Wagner. Mais ça, c'est en Éthiopie. C'est toujours dans le cadre de la mutualisation de relations et coopération bilatérale entre le pays de la RDC et aussi d'autres pays d'Afrique. Plusieurs questions se posent. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui s'est négocié dans le coulisses, dans le cadre de la présidence, particulièrement comme déclaration? J'espère que Cocorico va intervenir tout à l'heure pour nous éclairer. Ça, c'est des questions nobles, des curiosités journalistiques, n'est-ce pas, monsieur Charlie Manjari? Mais est-ce qu'ils sont obligés de nous dire ce qu'ils racontent? Non, ce sont des rencontres tout à fait secrets. Ce qu'on voit à la télévision, dans la presse, c'est ce qu'on voit, mais c'est ce qu'ils ont dit derrière le rideau. On n'est pas là. On n'est pas obligé de savoir. Mais on est quand même curieux en tant que média. On veut savoir parce que les gens veulent savoir et c'est par nous qu'ils peuvent le savoir. Mais justement, ces documents ne sont pas à la portée de la presse. Oui. Le problème, c'est ça. Il y a un problème d'accès aux sources d'information dans ce pays. Toutes les rencontres. Tout à l'heure, on va parler de Obasanjo. On sait que c'est dans quelle démarche que ça s'est... On connaît le fil conducteur, mais le contenu... Après, quand il y a ces rencontres... Qu'est-ce que le président Obasanjo a dit au président Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il a dit à Mbossa Nyamwisi? Qu'est-ce qu'il a dit à Joseph Kabila, à Katumbi? Qu'est-ce qu'il a dit à Katumbi? On ne le sait pas jusqu'aujourd'hui. On suppute. Bon, on maîtrise au moins le meilleur. On est en train de chercher de l'argent, Kinshasa Télévision. On est en train de chercher de l'argent pour suivre partout où ça se passe, comme ça on peut ramener. C'est un problème de moyens, c'est parce que les médias, la presse n'a pas de moyens. Parce qu'on attend qu'on nous invite pour que nous on aille faire ce travail. Vous avez vu des journalistes congolais accompagner ces délégations? Pas, mais les suivre au moins, c'est ça notre rôle aussi. Ben, c'est pour ça que nous devons avoir des moyens. Nous devons être partout, on parle du Congo, à Qatar, à l'Union Européenne, en Belgique, où ça encore?
Partout, quoi, ou suivre l'ancien président nigérian pour ne fût-ce que tirer quelque chose de ce qui se passe. C'est vrai qu'on ne peut pas tout nous dire. Il y a des secrets d'État aussi. C'est là aussi que, il y a une question, comme vous l'avez dit, une curiosité un peu journalistique. On n'a pas les moyens, mon frère. Oui, la curiosité Posons journalistique. plutôt la question à Cocorico. Oui, bien sûr. Avant Cocorico qu'on va y arrive intervenir. sur Cocorico, sur la rencontre de Museveni et Vital Kamerhe, il faut pas oublier qu'il y a une mutualisation de forces entre l'UPDF et le FRDC pour la traque des ADF, justement. J'allais revenir sur M. Marius. Mukwege a fustigé justement cette mutualisation des forces pour la traque des ADF. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des résultats escomptés? Trouvez-vous qu'il y a des avancées alors que Mukwege auparavant fustigeait justement cette mutualisation des forces? Il n'y a pas d'avancées en Ituri. Et surtout que c'est en Ouganda où Thomas Lubanga venait de déclarer une nouvelle rébellion. Vous allez comprendre qu'il sera toujours difficile à la RDC de trouver la paix avec tout ce monde-là, n'est-ce pas, qui soutient la rébellion dans notre pays. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Tous ces pays, membres de l'EAC, Mukwege a demandé au gouvernement congolais de développer le mécanisme pour quitter l'EAC. Parce que c'est un groupe de pays qui agressent la RDC et qui ne voudront jamais voir la paix soit rétablie de façon durable dans notre pays. Ouais. Alors, on va essayer de parler avec Cocorico pour chercher à nous analyser tout ce ballet diplomatique des personnalités de la RDC, notamment la rencontre avec Museveni, avec le président du Mali, avec le Premier ministre éthiopien, pour voir ce que lui, il en pense. Alors, on va le faire, on va essayer. Je voudrais que tu me dises un tout petit peu ce que tu penses de tous ces ballets diplomatiques, notamment au Mali, avec le ministre de la Justice, en Éthiopie, avec la ministre des Affaires étrangères, et Vital Kamerhe, qui a rencontré également le président ougandais. Mais je veux que tu me donnes ton analyse par rapport à toutes ces rencontres. Mais je veux que tu me présentes ça d'un pays à l'autre, en partant de l'Ouganda. Très bien, Marius. On va dérouler ça pays par pays, à commencer par l'Ouganda. Ouganda, la rencontre entre Vital Kamerhe et le président Yoweri Museveni à Entebbe est sans doute la plus stratégique sur le plan sécuritaire immédiat. L'Ouganda joue un double jeu. Partenaire dans les opérations conjointes contre les ADF avec les FARDC, tout en entretenant des rapports ambigus avec le Rwanda et même avec certaines élites du Nord Kivu. Le fait que Félix Tshisekedi envoie Kamerhe, son ministre de l'économie et un homme de l'Est, est symbolique. Il incarne une certaine continuité avec la base politique du Grand Kivu, tout en parlant le langage des équilibres institutionnels de Kinshasa. L'objectif semble être de sonder ou ajuster la position ougandaise dans le conflit, peut-être aussi de contenir toute tentation de glissement vers un soutien tacite au M23 ou à des agendas rwandais. Mali, l'envoi de Constant Mutamba auprès du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, est intéressant à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un geste en direction du bloc sahélien et des régimes militaires qui remettent en question l'ordre international dominé par l'Occident. Cela permet à Kinshasa de signaler qu'elle est prête à diversifier ses alliances et à dialoguer avec des partenaires non traditionnels. Ensuite, sur le plan symbolique, le choix de Mutamba, jeune leader politique et aujourd'hui ministre de la Justice, peut être lu comme un clin d'œil à une nouvelle génération panafricaniste. Il y a aussi une tentative de construire un front de solidarité africaine face à ce que la RDC considère comme une agression venue d'un autre État africain, le Rwanda. Éthiopie, le déplacement de Thérèse Kayi-Kwamba, ministre congolaise des Affaires étrangères, s'inscrit dans une logique diplomatique plus institutionnelle. Addis Abeba est le siège de l'Union africaine. Et l'objectif ici est d'ancrer la crise de l'Est dans une arène multilatérale africaine pour éviter qu'elle ne soit laissée uniquement entre les mains de la CIRGL ou de la SADC. En obtenant le soutien du président de la commission de l'UA, la RDC veut faire passer un message. La guerre à l'Est n'est pas une simple affaire de milices locales. C'est une question de stabilité continentale. La mention d'un processus coordonné et inclusif reflète probablement une volonté de centraliser les canaux de négociation,
voire de relancer le Nairobi Process ou le mécanisme de Luanda sous un parapluie africain élargi. Donc en résumé, Marius, Ouganda pour les rapports de force régionaux, Mali pour le signal panafricain alternatif, Éthiopie pour l'ancrage institutionnel continental. Ce sont 3 scènes différentes, mais qui participent d'un seul et même théâtre. La volonté de Kinshasa de construire un mur diplomatique autour de la crise à l'Est. Est-ce que c'est normal que rien ne fuite au niveau de la presse, qu'ils ne nous disent rien? C'est une excellente question, Marius, et elle touche au cœur de la manière dont la diplomatie congolaise fonctionne ou ne fonctionne pas sur le plan de la communication. D'un côté, on peut dire que c'est volontaire. Le pouvoir congolais semble avoir adopté une diplomatie de discrétion, presque confidentielle, surtout dans un contexte aussi tendu que celui de l'Est. Les émissaires sont envoyés sans conférence de presse. Les objectifs ne sont pas exposés et même les retours d'audience sont souvent limités à des communiqués laconiques. Cela peut être vu comme une façon de protéger les discussions sensibles, d'éviter que certaines positions ou intentions soient déformées ou instrumentalisées. Mais de l'autre côté, ça pose un vrai problème de redevabilité démocratique. Dans un pays où la population est directement concernée par les conséquences de ces tractations, notamment les millions de déplacés à l'Est, le silence officiel peut aussi être interprété comme un manque de transparence. La presse nationale, souvent dépendante des canaux institutionnels pour avoir accès à l'information, se retrouve alors muselée ou marginalisée. Résultat, ce sont souvent les chancelleries étrangères ou les médias régionaux qui donnent les premiers échos de ce qui se joue à huis clos. Il y a donc un paradoxe, Marius. La RDC multiplie les gestes diplomatiques, mais reste muette sur leur contenu, ce qui alimente le flou, voire la méfiance. Qu'est-ce que tu penses que nous, on peut faire au niveau de Kinshasa Télévision pour être présent derrière tout ça en tant que média? Très bonne question, Marius, et elle touche directement au rôle fondamental des médias dans un pays en crise sécuritaire, mais aussi en repositionnement diplomatique. Pour une chaîne comme Kinshasa Télévision, il y a plusieurs leviers qu'on pourrait activer pour ne pas simplement subir ce silence, mais devenir un acteur de mise en lumière, voire d'influence. D'abord, vous pouvez cartographier les balais diplomatiques, comme ce qu'on est en train de faire ici. Qui est allé où, quand, avec quel mandat présumé et quelle déclaration a suivi. Même sans accès direct aux notes officielles, le simple fait de montrer cette dynamique à l'écran, de faire parler des analystes, de relier les points, ça donne une lecture aux Congolais. Ensuite, il faut créer de l'obligation de réponse. Par exemple, en interpellant publiquement, de façon professionnelle, les ministres concernés ou leur direction de communication. Une émission régulière, bien construite, qui décrypte ces mouvements et pose les questions qui fâchent, peut exercer une pression douce mais réelle pour que le pouvoir commence à fuiter volontairement certains éléments. Il y a une piste très concrète. Travailler les relais diplomatiques à Kinshasa. Certaines ambassades ou représentants régionaux, comme ceux de l'UA, de la CIRGEL ou même des Nations Unies, ont souvent des éléments à partager et ils cherchent des médias crédibles pour le faire. Kinshasa Télévision pourrait devenir ce canal. Bref, Marius, la clé, c'est de transformer l'opacité en sujet éditorial en soi. Ne pas attendre l'info, mais montrer que son absence est déjà une info. Merci beaucoup. Voilà, on a suivi cette très longue analyse de Cocorico. Un commentaire particulier, Monsieur Marius? Je sais que j'ai capté ce que Cocorico reconnaît que au-delà de la dimension interne du conflit dans notre pays, il y a aussi la dimension internationale qui est aussi plus prépondérante par rapport même au conflit qui est à l'interne. Si on arrive à appréhender bien la dimension du problème au niveau international, on peut maintenant facilement trouver solution à l'interne ici. C'est ce que ceux qui sont à Kinshasa n'arrivent pas à faire. Ils veulent limiter le problème que nous avons à un conflit bilatéral seulement entre la RDC et le Rwanda et à un conflit entre les politiques congolais. Il y a cette dimension internationale qu'on doit vraiment bien appréhender. Et déjà, le Dr Denis Mukwege l'a déjà fait. Parce qu'aujourd'hui, pour toucher le cœur des problèmes à l'Est, il faut aller vers ces multinationales
qui viennent en appui, n'est-ce pas, au Rwanda, en Ouganda et consorts. Voilà le pourquoi de la conférence internationale sur la paix en RDC, qui aura pour but de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que Ouganda a pris aussi l'engagement, dans le cadre de cet accord-là, qu'il ne pouvait jamais soutenir les groupes armés. Mais nous savons que le M23 sont allés vers Bunagana, ils sont venus par Ouganda. Ça, c'est déjà un problème. Et donc, cette dimension-là doit être beaucoup plus reconsidérée. Ça va nous permettre de développer le concept dont Mukwege appelle le business for peace, qui pourra établir la transparence dans le commerce illégal de matières premières. On est en train on va passer peut-être à un autre sujet, mais je suis un peu dans une sorte de paradoxe. Parce que j'ai l'impression que, M. Marius, vous faites promotion des initiatives internationales au détriment des initiatives internes. Alors que même devant le Parlement européen, le docteur Denis Mukwege revient sur l'initiative du pacte social sur la paix et le bien vivre ensemble, qui est une initiative interne, inclusive. Et aussi, d'autres sont en train de conseiller à la RDC de renforcer son système sécuritaire sans lequel les autres pays et partenaires internationaux ne pourront jamais intervenir. C'est la souveraineté d'abord nationale et sécuritaire. Merci beaucoup, ça c'est aussi bien. Il faut bien me suivre. Quand je parle de la dimension internationale, je n'ai pas négligé la dimension interne. Ça veut dire que le problème qui est à la fois endogène et exogène, la conférence internationale, c'est pour répondre aux problèmes au niveau international, au niveau externe de notre pays. Maintenant, Denis Mukwege aussi soutient le pacte social pour la paix et le bien vivre dans la région des Grands Lacs. Nous soutenons les dialogues à l'interne. Ouais? Parce que les problèmes qui sont à l'interne, comme vous dites aussi, de travailler sur les réformes de l'armée, qui est une des recommandations prises à Addis Abeba. Ouais? C'est une question interne. Et ça ne doit être joué qu'à l'interne. Au début, nous avions parlé des élections. C'est déjà un souci, ça pose un problème de légitimité. Ça doit se discuter à l'interne. Et cela de façon franche entre Congolais et de manière claire. Voilà, très bien. Donc on va peut-être clore ce chapitre de la situation dans l'est de la RDC. On va maintenant passer à autre chose. Tout à fait. C'est la fermeture des ports illégaux. Pensez quelque chose, Jean ? Et donc, c'était le 8 mai dernier 2025, dans une note adressée à son collègue de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, le ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, a fait mention de ports qui ont été répertoriés, des ports clandestins, illégaux, qui devaient faire objet de fermeture. Cela fait suite justement à la 46e Conseil des ministres et 52e Conseil des ministres de 2020. On a le 28 août 2020 et en octobre 2024. Ces ports sont répertoriés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo dans 17 provinces. Ils sont au total plus de 240 ports et 9 sont basés ici à Kinshasa, 2 au Congo central précisément, à Mwanda, Bazoélé 1 port, au Katanga 4, au Touélé 16, Ituri 2, Maïndombe 5, Kasaï 5, Kasaï central avec un record au pic 49, Lualaba 33 et d'autres provinces répertoriées ici en République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas la première fois que ces genres de décisions sont prises. Si cette décision est prise, justement, c'est pour se référer à une décision de 2020. Rappelez-vous, à l'époque, le ministre de la Communication, c'était M. Didier Manzenga. Et monsieur le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaï Ngumi, qui ont effectué une mission, là c'était encore entre Kinshasa et le Congo central, pour justement inspecter tous les ports répertoriés comme étant illégaux et clandestins, qui ne contribuent pas justement à la réalisation des recettes du port international, le port public. Nous avons par exemple l'ONATRA qui a aujourd'hui plus de 15 000 employés. Et leur fonctionnement du jour au lendemain ne permet pas à ce que l'appareil de l'État ou alors le port international reconnu puisse être mis en avant en termes de réalisation des recettes. Mais après cette mission d'inspection, la décision n'a jamais été mise en application. Pourtant, c'est une décision qui ressort du Conseil des ministres, une réunion de toutes les semaines où sont prises les décisions les plus sérieuses du pays. Samalou Konde, qui a été nommé juste après, avait promis de faire exécuter cette décision. À l'époque, M. Armand Oussase, qui était le président intersyndical
de l'ONATRA et d'autres voix de l'UDPS pointaient du doigt les FCC pour être à la base des blocages de plusieurs décisions du président de la République. On espère qu'avec cette décision, où les champs est libre pour l'Union sacrée de la nation et l'UDPS, elles seront mises en application. J'ai vu que pendant que tu parlais, merci beaucoup Jean pour cette analyse. Monsieur Diman, j'ai été en train de bouger, de rigoler. Qu'est-ce qui vous fait autant réagir? Mais la plupart de ces structures appartiennent aux hommes politiques. Les propriétaires ont été également répertoriés. Ouais. Mais ils sont protégés. Ces ports appartiennent en fait à des particuliers qui justement ne permettent pas à ce que les ports qui appartiennent à l'État aient des bénéfices assez considérables pour payer les fonctionnaires. Aujourd'hui, vous avez des ports comme de l'ONATRA et celui de Matadi qui n'a plus assez de revenus, avec beaucoup des salariés qui ont beaucoup de mois d'arriérés de salaire justement. Et il faut qu'il y ait justement la fermeture de ces ports illégaux. Illégaux. Alors là, c'est clair, il faut être clair. Ce n'est pas des ports privés qui sont fermés, c'est des ports illégaux. Oui, mais ça appartient à des particuliers. Ça aussi, c'est aussi un problème. Ça appartient à des particuliers. Et donc, la fermeture de ces ports posera un certain problème. Je sais de quoi je parle et vous verrez que dans les jours à venir... Nous, on ne sait pas. Toi, tu sais, mais nous, on ne sait pas. Partage. Vous verrez que dans les jours à venir, on aura du mal à... Dis-nous, mais moi j'aimerais bien revenir également. C'est vrai qu'on ne va pas... La question de ports illégaux est un problème. Oui. La question des ports privés en est un autre. Mais il y a également une question de renouvellement, de renouvellement de matériel de nos ports publics, des infrastructures aéroportuaires qui posent problème aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut fermer, je ne le dis pas, je ne reste pas pessimiste, mais si on ferme ces ports illégaux clandestins, aujourd'hui, si vous allez par exemple à Matadi, vous avez de commerçants qui préféreraient aller faire des opérations portuaires dans un port privé, je cite le port de Ledia MGT, que plutôt d'aller dans un port public où, simplement pour décharger la marchandise, ça peut vous prendre une semaine, alors qu'à Ledia, le port de Matadi, ça c'est juste quelques minutes et quelques heures. Voilà, il faut dire quand même qu'on n'est pas obligé dans un pays où je pense que c'est un domaine qui est ouvert au privé. Si les privés existent, il ne faut pas s'attendre forcément que celui de l'État soit meilleur. D'ailleurs, le développement d'un pays passe par le secteur privé. L'État, on lui demande de mettre en place de l'infrastructure pour l'encadrement de toutes ces entreprises privées. Donc, dans un pays, par exemple, comme les États-Unis, tu as des routes privées, tu as des autoroutes privées où, pour passer, vous devez payer. Mais ça ne veut pas dire que les routes de l'État ne sont pas bonnes. Si tu veux, les routes de l'État dans la même direction, il y a peut-être un peu plus d'embouteillage. Mais si tu payes pour passer par une route privée, tu as moins d'embouteillage et tu peux aller à une vitesse un peu plus avancée. Donc le privé n'est pas mauvais. Le privé n'est pas mauvais, mais il faut dire ici on parle bien d'illégaux. OK ? Et les illégaux, il faut les combattre. Est-ce que cette mesure sera respectée ? Parce que ce n'est pas la première fois. Le problème, Marius, c'est que la nature a horreur du vide. Oui. Si la nature a horreur du vide, si c'est ports illégaux fleurissent, c'est que l'État ne fait pas son travail. On a l'impression que c'est les individus, les privés qui sont plus forts que l'État. Vous aviez une réaction à ça? Moi, je constate seulement l'absence de l'État sur toute l'étendue du territoire. Voilà pourquoi nous insistons sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Ça permettrait à ce que l'État soit présent. Construire l'État. Construire des infrastructures. Je salue ce que mon frère a dit, le journaliste, le nom Jean. Monsieur Jean, quand il parle de l'obsolescence des équipements qu'on trouve dans les ports de l'État. Publics de l'État, oui. Il faut aussi mentionner, n'est-ce pas, la corruption qui existe dans le service de l'État, qui fait que aucun opérateur congolais ne préfère plus coopérer avec le service de l'État et il préfère passer par le voie détournée. Nous avons un travail énorme à faire à l'interne ici pour redorer, pour relever tant soit peu le niveau du pays. Le climat des affaires au Congo n'est pas propice. Or, cet accord cadre d'Addis Abeba nous amenait, n'est-ce pas, à laver cette image-là qui a été longtemps ternie. Le président Tshisekedi a trouvé le pays à un certain niveau et il devait l'amener à un autre niveau. Est-ce qu'on peut se demander aujourd'hui qu'il y a cette amélioration de ce point de vue-là? Point d'interrogation. Voilà pourquoi aujourd'hui, eux-mêmes, ceux qui sont au pouvoir, nous fait sortir cette liste-là de ports illégaux. Et tout ça, ça contribue à ce qu'on appelle écoulement des recettes publiques. C'est en termes de millions que le gouvernement perd. Le climat des affaires, on va en parler peut-être dans une émission, parce qu'on en parle, on a vu les chefs de l'État
participer à des rencontres pour réfléchir sur l'amélioration des climats des affaires en RDC, mais il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème. D'abord, c'est un problème de base. Oui. Le climat des affaires, ça veut dire que vous favorisez, vous Des mettez en place, facilités, voilà, créer des facilités pour que permettent les aux gens qui, on va commencer par la facilité la plus simple, l'aéroport. Quand on arrive, Il y a combien de services? le nombre de temps qu'on passe à attendre les bagages. Bon, vous quittez quand même l'aéroport parce que vous avez pris un rendez-vous avec quelqu'un 1 heure après que vous soyez descendu de l'avion, mais vous allez passer 3 heures ou 4 heures avant d'arriver au centre-ville. Donc, vous êtes venu faire des affaires au Congo, voilà, il y a ça, vous êtes fatigué. Tout ça, ça et puis participe. voilà. Le lendemain, vous avez votre rendez-vous à 9 heures dans un bureau quelconque. Vous devez habiter Gombe. Sinon, ce n'est pas possible. Et même si vous habitez Gombe, difficile d'être à l'heure au lieu du rendez-vous. Donc, sur le plan basique de la facilitation du climat des affaires, je pense qu'on devrait commencer là-bas. C'est vraiment. C'est-à-dire que C'est pas le climat des affaires, c'est le climat de l'enfer. Bon, on ne fait pas la promotion du climat mais pour les les efforts qui opérateurs sont... économiques. Entre-temps, il y a l'hôtel de ville, on y reviendra, qui est en train d'essayer de faire des efforts pour améliorer les routes et tout ça. La circulation, les moyens de transport, ça, excusez-moi, c'est les basics, les basiques. Et là, on voit qu'il y a un nouvel aéroport quand même qui est en train d'être construit. J'ai pris des images, on verra ça. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a un aéroport qui est en train d'être... À Kinshasa. Qui est en train de pousser l'aéroport de Njili. Donc, une fois que cet aéroport est là, c'est bien beau. Maintenant, il faut nous permettre de sortir de l'aéroport pour aller vers parce que dans d'autres sites, dans d'autres villes, comme Washington DC où je vis, désolé, faut pas toujours comparer, mais quand vous arrivez à un certain niveau, il y a une route pendant 30 minutes où il n'y a que les gens qui vont à l'aéroport. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de... Donc, si vous entrez sur cette route-là... Il n'y a pas de croisement, non, il n'y a pas de ça veut dire courbure. vous allez à l'aéroport. Ce qui veut dire que peu de chances d'avoir des embouteillages. Il n'y a pas de sortie. Bon, il y a quelques sorties encadrées, mais il n'y a pas d'entrée. Vous ne pouvez... Donc, ça veut dire que si vous savez que vous allez à l'aéroport, vous pouvez savoir à quel moment vous arrivez à l'aéroport, sauf s'il y a un accident. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut peut-être, je crois, dans le cas de l'amélioration du climat des affaires, tenir compte. Monsieur Mario, s'il Oui. vous plaît, il faudra signaler que Kinshasa est habité à l'espace Kinshasa. La région de Kinshasa est habitée seulement à 23%. Donc, les 17 millions dont on parle aujourd'hui n'habitent que 23% de son espace. Et les 77% restent inoccupés. Aujourd'hui, peu importe tout ce que l'hôtel de ville peut faire, il aura toujours du mal à endiguer les embouteillages, par exemple. Pourquoi? Parce que les Quinois se déplacent à sens unique. Les matins, nous tous nous levons dans nos coins habituels pour venir vers la ville. Et les soirs, chacun doit rentrer dans la même direction. C'est pas ça la définition de la ville, quelque part? Toutes les grandes activités, pas nécessairement. Au moins, vous avez la chance de vivre en dehors de Kinshasa, en dehors du Congo. Parce que le matin, dans des grands centres, j'ai- tout le monde va j'ai- vers j'ai- les grands les centres. villes Moi, je sont pense qu'il y a des autonomes. activités. Les grands centres urbains sont autonomes. Votre Vous micro, pouvez- s'il vous plaît. Les grands centres urbains sont autonomes. Vous pouvez avoir le même magasin au centre-ville et à Lemba. Non, mais je pense que quand Vous même, n'avez pas besoin. partout au monde, le centre-ville existe. Et le matin, c'est la convergence vers le centre-ville. Et le soir, c'est l'inverse. Je veux dire, même si je pris l'exemple de Washington ou New York, où il y a beaucoup d'embouteillages, le matin, à 8 heures, voilà, on est bloqué dans les embouteillages. Vous voulez justifier mais cette ici, quand raison on parle- d'embouteillage Non, permanent? non, c'est parce que des fois, excusez-moi, Vous me rappelez au fait le ministre des Deux Transports fois- qui a montré que c'est à Paris, Non, ça non, se non. fait à Oui, oui. à Deux New York, fois- à Washington. il y a une nuance. Deux fois, nous pensons que le problème d'embouteillage, c'est que au Congo. C'est faux et archi faux. Mais c'est ce dont le Congo a besoin et qu'il n'a pas, c'est l'encadrement de ces embouteillages, le non-respect Code de la route. du code de la Circulation. route et l'infrastructure qu'il faut pour gérer ces embouteillages. Donc, à Washington, il y a des embouteillages. Il y a des embouteillages le matin quand tout le monde va au boulot, vers la Maison-Blanche. Le soir,
il y a des embouteillages parce que tout le monde sort de la ville. Ce qui fait qu'à certaines heures, le prix du taxi augmente parce que c'est des heures de pointe. Et quand il y a une forte concentration vers une destination, il y a des embouteillages. Mais il y a l'encadrement, il y a le respect du code de la route, il y a des routes secondaires, il y a toute une structure. Il y a des structures qui sont mises en place pour que ça marche. Et c'est là qu'ici au Congo, des fois, on sent l'absence totale de ces conditions pour faciliter les choses. Oui, mais Marius, qu'est-ce que vous appelez centre-ville? Qu'est-ce que vous appelez centre-ville? Ici, centre-ville, c'est entendu au sens que c'est là où il y a, par exemple, les banques. Pas forcément, il y a l'administration. L'administration, les banques. Mais ce qui est marché, négoce, commerce, ce n'est pas au centre-ville. Ah si, aussi. Ce n'est pas au centre-ville. Aussi, ça peut être... Bon, appelons ça comme ça. C'est pas au centre-ville. Chacun peut prendre ça. Évidemment. Moi, aujourd'hui, je me rappelle, en arrivant à Kinshasa, tout le monde venait au grand marché ici. À Luanda, par exemple, il y a beaucoup on a d'embouteillages. construit un grand marché de liberté, mais personne n'y va là-bas. Ah si, c'est plein, le marché de liberté. Oui, mais ça... tous les transports, c'est vers le centre-ville. Bon, allez. Moi, je crois qu'il faut aussi désengorger le centre-ville. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez le grand marché, vous les mettez ici. Alors que si vous prenez, par exemple, le grand marché des Andos, si vous l'avez mis de l'autre côté des Maluku, les gens seront contraints d'aller de l'autre côté là-bas. Je crois que l'autre point, peut-être qu'on pourrait négliger, mais c'est l'exode rural. C'est les déplacements massifs de population des endroits reculés vers les... Oui, ça existe, mais lui, il a donné, par contre, il a dit que Kinshasa est sous-occupé avec 23% seulement. Ça veut dire que le désengorgement des centres d'intérêt, ça peut faciliter, par exemple. Mettez un autre mall de l'autre côté de Maluku, vous verrez que... Mais il y a des malls partout, il y a des banques partout, je crois, non? Les banques ne sont pas que concentrées à Gombe. Il y a des agences par-ci mais les gens ne sont pas obligés de venir au centre. Bon, Kinshasa Télévision va déplacer, on va aller à Maluku. Moi, je vis ça va des alimentations. Non, avant que Kinshasa Télévision aille à Maluku, l'État doit mettre les conditions qui permettront à ce que Kinshasa Télévision c'est carrément tué Guélan Bangadio, tué merci Ndombasi. On va parler autre chose maintenant. C'est cette proposition, on va parler de cette proposition. Ouais, on va parler quand même de cette proposition de loi sur relative à la classification et à la déclassification des informations en RDC. Voilà, c'est une proposition de loi qui est faite par le député national Ron Roger Étienne Bimoala. On va suivre son idée qui n'est pas mal, qui tombe pas du ciel, ok? J'étais même étonné que ça n'existait pas au Congo. Et il veut cette proposition et il veut en sorte que sa proposition de loi soit retenue à l'ordre du jour lors de la prochaine session. On va suivre et puis on se retrouve tout à l'heure. Chers compatriotes, ce lundi 5 mai 2025, j'ai déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui pourrait tout changer. Une loi de protection, une loi de responsabilité, une loi de souveraineté. Depuis plus de 30 ans, notre pays est infiltré, exposé, affaibli. Nos données circulent sans aucun contrôle, nos communications stratégiques sont vulnérables. Nos forces de défense, nos diplomates, nos institutions sont à découvert face à des puissances étrangères et des intérêts occultes. Il est temps d'y mettre un terme. La proposition de loi que je porte aujourd'hui vise à encadrer strictement la protection des informations sensibles, notamment celles liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à nos intérêts stratégiques. C'est la première loi en République démocratique du Congo qui institue un régime clair de secret défense avec 3 niveaux de classification. Confidentiel, secret défense et top secret défense. Cette loi ne protège pas uniquement des données. Elle protège avant tout des vies. Elle protège nos soldats au front. Elle protège nos diplomates, nos infrastructures critiques. Elle protège notre souveraineté. Elle empêchera désormais que des itinéraires présidentiels, que notre armement stratégique et que nos plans militaires se retrouvent entre de mauvaises mains, mettant ainsi en danger la République. Il ne s'agit pas là
d'une innovation. De nombreux pays ont adopté des lois similaires. Au contraire, ce texte vient combler un vide juridique en introduisant une classification hiérarchique des informations sensibles, un système rigoureux d'accréditation des personnes autorisées et y accéder, et enfin, un régime de sanctions administratives, disciplinaires et pénales adapté à la gravité de chaque niveau de divulgation. Ce dispositif s'inscrit dans le respect de la Constitution, des engagements et des standards internationaux relatifs à la protection des informations classifiées. À ceux qui s'interrogent, non. Cette loi ne limite pas la liberté de la presse. Au contraire, elle encadre ce qui doit rester secret pour garantir ce qui peut être public. Je le dis à nouveau, c'est une loi de responsabilité. Et c'est au nom de cette responsabilité que je demande humblement au bureau de l'Assemblée nationale d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour lors de cette session. Voilà, donc c'était le député national de Lukunga, Ron Roger Étienne Bimoila. Moi, quand je l'ai suivi, je me disais, comment se fait-il que cette loi n'existe pas, M. Dimandja? On ne protège pas les informations classées secrètes, top secret, comme on dit? Mais tout est sur les réseaux sociaux. On n'a plus de secret. Oui, aujourd'hui, vous avez des youtubeurs d'ailleurs. J'ai mes caméras sont dans tel endroit, mes caméras sont dans tel endroit. Et en un clin d'œil, ils ont l'information. Et après, vous voyez la présidence ou telle autre institution publie l'information. C'est pour vous dire qu'il y a un sérieux problème dans ce sens-là. C'est quand même un geste louable. Parce que je déplore aussi, comme vous le dites, Marius, que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu ce genre de loi dans notre pays. C'est quand même déplorable. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez que Scotty est en train de dormir. Il n'est pas en train de nous montrer ce qu'il faut. Peut-être qu'il ne s'est pas bien réveillé. Mais après, vous avez épinglé un seul côté de cette proposition de loi, c'est-à-dire la classification, mais aussi la déclassification. D'abord, la classification, parce qu'on ne peut déclassifier que ce qui a été classifié. Justement, c'est l'autre côté de cette proposition de loi. La fois passée, on était en train de parler ici avec M. André Alain Atundu. On en rigolait même. Bon, c'est secret, je veux quand même vous le dire, parce que c'est déclassifié. Ouais, ça, c'est de façon... Mais est-ce que ça n'existe pas? Ça devrait exister. Pas, parce que si la proposition est là... Parce que, pardon, excusez-moi, parce que le secret d'État existe. Le secret de défense existe. Oui. Il y a des secrets qu'on ne peut pas divulguer. Par exemple, ça devrait exister. Il y a un délai. C'est pour ça un délai pour que ce secret soit divulgué. Il y a un délai. C'est ce qu'on appelle la déclassification. Mais le problème, je pense, c'est ce qu'il propose le député, c'est qu'il n'y a pas une loi. Exactement. Mais ça, c'est quand même assez... et aussi déclassifié. Parce que déclassifier permet aussi qu'à un certain moment, après un temps, mettre les archives à la disposition. Voilà, que les gens soient au courant de ce qui s'est réellement passé. Ouais. Comme le fameux deal dont on parle entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Non, ça, on ne peut pas déclassifier. Comment ça? C'est récent. Non, peut-être qu'on peut déclassifier. Non. Déclassification, c'est une loi qui protège sans censurer. Sans censurer. C'est-à-dire, l'initiative prévoit explicitement les cadres d'information inclassifiables. C'est-à-dire, il sera ainsi interdit de classifier des éléments visant à dissimuler la violation des droits de l'homme, à entraver la justice, à couvrir des crimes économiques ou à empêcher l'accès à des informations environnementales. C'est-à-dire, si c'est pour des intérêts partisans propres, je ne sais, à un groupe d'individus, pourquoi vous direz, par exemple, un accord entre Tshisekedi et Kabila ne devait pas être divulgué? Voilà, alors moi je pense que la meilleure façon de répondre à toutes ces questions, on espère, André Junior, qu'on pourra l'avoir, monsieur le député, monsieur... Attends, je crois qu'on a... Bimoila ici sur notre plateau. Monsieur, Marius est avec nous ici. Le rapport mapping jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été publié. Mais ça, c'est pas classifié, ça c'est public. Le rapport mapping est public, tout le monde peut le consulter en ligne, tout le monde peut l'avoir. Oui, moi j'ai vu le rapport publié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, c'est public. Au début, c'est toujours top secret. C'était top secret parce qu'il y a le gouvernement congolais qui ne veut pas l'exploiter. Oui, ça a été publié. Ça a été publié. C'était top secret. Alors, on va... Et d'abord, les documents qui est publié, il était expurgé de beaucoup d'éléments d'information
qui pouvaient déclencher peut-être des situations incontrôlables. D'accord. Ce n'est pas le rapport original. On reviendra sur cette question. On espère que M. Bimoala, honorable Bimoala, pourra être avec nous sur ce plateau prochainement pour parler de cette proposition de loi. C'est important. Ouais. La proposition de loi a été déposée, mais ça ne suffit pas directement pour que ce soit aligné automatiquement. Ouais. La proposition de loi sera renvoyée à un bureau d'études de l'Assemblée nationale et la commission des textes du gouvernement pour les avis avant d'être justement aligné au débat à l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement. Merci beaucoup, Jean Kia Mukelenge. On va parler maintenant d'autres choses. La grippe, moi, ça m'a frappé qu'il y a quelques jours, il y a une vague de grippe à Kinshasa. Qui frappe quand même. On dit chez nous changement de saison. Oui, voilà. Donc nous sommes en train d'aller vers la saison sèche, malgré les grosses pluies que nous connaissons. Donc nous sommes en train d'aller vers la saison sèche avec l'humidité. Vous faites souffrir Gaylor avec vos voilà, quoi. avec l'humidité que cela entraîne, mais c'est ce qui explique cette recrudescence de grippe. Ouais. Voilà, alors nous allons faire cette première expérience avec notre reporter qui est l'intelligence artificielle. Ça se fait, hein? Le problème, c'est quoi l'information qu'il vous donne? Donc on en a deux aujourd'hui. On est en train de travailler derrière pour voir comment les rendre plus officiels dans cette émission Cocorico, qui nous parle donc de cette grippe qui frappe. C'est un reportage de l'ACP qui est rendu par un de nos reporters de l'intelligence artificielle de Kinshasa Télévision. Regardez. Depuis plusieurs semaines, la grippe fait rage à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Hommes, femmes, enfants, personne n'y échappe. Le virus se propage rapidement et les symptômes sont, dans la majorité des cas, les mêmes. Nez qui coule, fièvre, douleurs musculaires. Une combinaison qui cloue bien des quinois au lit et perturbe le quotidien. Quand j'ai la grippe, je fais en sorte de ne pas m'exposer d'abord au froid. Et bien évidemment, je vois un médecin. Je fais en sorte aussi d'avoir toujours des produits comme celui-ci, des désinfectants. Vu que la grippe, elle est contagieuse. Elle est vraiment contagieuse et lorsque nous toussons, il y a des mucus qui se répandent dans l'air. Et s'il y a des gens à proximité, facilement la contamination est très rapide. Face à cette flambée, les réactions varient. Certains privilégient la prévention. D'autres se tournent vers des remèdes maison à base d'ingrédients naturels. Je suis obligée de prendre des produits pour essayer un peu de calmer la fièvre. J'ai des maux de tête, j'ai un peu froid, des douleurs corporelles, la fatigue aussi, des maux de tête, la toux. Alors on se contente de prendre du thé chaud, mélangé au citron. Et j'essaie de croquer aussi le tangawizi, le gingembre. J'essaie de croquer ça cru parce que des fois, quand ça touche à la gorge, là, on sent ce piment-là nous aider à avoir la voix un peu dégagée. Dans les rues de Kinshasa, nombreux sont ceux qui évitent les médicaments pharmaceutiques au profit de solutions traditionnelles. Mais ces pratiques, bien qu'ancrées dans les habitudes, ne sont pas sans risque. La grippe est d'origine virale. Et chez certaines personnes, ça peut passer inaperçu. Chez certaines personnes, il peut présenter des symptômes. Et ces symptômes-là, on fait un traitement symptomatique parce que c'est d'origine virale. La guérison se fait de manière spontanée chez certaines personnes. Chez certaines personnes, il faudrait faire un traitement symptomatique. Tel que les traitements à donner, c'est seulement le paracétamol qui est un antipyrétique. Parce que lorsque nous avons la grippe, les patients présentent aussi la fièvre. Et cette fièvre-là peut varier de 38,5 degrés à 39 degrés Celsius. Et pour qui peut prêter attention, peut-être comme nous sommes dans un pays où nous sommes exposés au paludisme, le patient peut passer à un paludisme, le patient peut passer à d'autres infections, alors
c'est une infection qui est virale. La grippe, infection respiratoire causée par les virus influenza, se distingue par sa forte variabilité génétique. Et aujourd'hui, les Quinois ont le sentiment que les épidémies ne respectent plus leur calendrier habituel. Jadis saisonnière, limitée entre novembre et avril, la grippe semble désormais frapper à n'importe quel moment. Autre complication, la confusion fréquente avec le paludisme, très répandu dans la région. Les symptômes se ressemblent et les diagnostics sont parfois difficiles à poser. Des professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. Une médecin met en garde contre l'usage excessif de plantes médicinales mal dosées qui pourraient aggraver l'état de certains patients. Il y a des ceux-là qui prennent le citron, mettent dans les... avec le gingembre, de ces mélanges-là, c'est ce que moi je ne conseille pas. Moi personnellement, je ne conseille pas. Pourquoi? Parce que on ne sait pas la dose à laquelle le patient peut prendre et cela peut causer du tort, détruire votre muqueuse de l'estomac, peut entraîner des agressions rénales aiguës qui peuvent basculer à des pathologies qui vont vous demander de dépenser et cela peut même vous entraîner la mort si vous ne savez pas des doses à laquelle vous prenez. Donc il faut faire ça de manière... il faudrait utiliser ces méthodes-là. Si vous utilisez peut-être le citronnelle, prenez, oui, ça va. Vous pouvez prendre le bain sur les gargarismes, c'est important, il faudrait le faire. Aérer également la maison. Avec l'arrivée imminente de la saison sèche, le froid et la poussière pourraient bien favoriser une nouvelle vague de contamination. Les autorités sanitaires recommandent donc la vigilance. Gestes d'hygiène, port de masque en cas de symptômes et consultation médicale dès les premiers signes. Voilà, merci beaucoup. L'intelligence artificielle est présente sur Kinshasa Télévision, mais de façon responsable que nous l'utilisons. Vous avez suivi ce reportage. On déconseille des gingembre citron, Charles. Pas des gingembre au citron. Oh non. Moi, je grandis avec ça. Ouais. Non, mais il y a des gens qui sont spécialistes en ça. C'est pas ce qu'on vend aux abords de... c'est ce que vous fabriquez chez vous, c'est ça? Moi, quand j'ai besoin, on fabrique ça à la maison. Très bien. Un commentaire par rapport à... Je salue d'abord cette intelligence artificielle, mais je trouve que c'est un danger pour l'emploi des journalistes. Des journalistes. Il faudra voir dans quelle mesure possible être au juste milieu. Mais par rapport à ce qu'il a dit, j'ai noté que la grippe, souvent, est accompagnée par la malaria. Et quand il y a la malaria, moi, je pose la question sur l'insalubrité à Kinshasa. L'environnement est pollué. Des moustiques, des moussons partout. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, les ruissellements d'eau partout, insalubres. Ça, c'est un sérieux problème de notre sérieuse ville. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec un autre sujet. Tu veux dire quelque chose? Non, mais il y a d'autres aujourd'hui. La grippe, elle est inévitable. Hein. En tout cas, bon, là où je ne suis pas peut-être d'accord avec l'intelligence artificielle... C'est pas lui n'a fait qu'interpréter. C'est un reportage... Oui, bon. Aujourd'hui, le mieux serait ne pas attendre qu'il y ait de premiers signes et symptômes pour porter les masques, pour se prévenir. Parce que la poussière, c'est partout. Il faut déjà peut-être commencer à porter de masques pour éviter que cela arrive. Aujourd'hui, les gens se mettent, ils prennent même des Vicks Confo pour éviter la grippe. Merci pour la publicité. Il y a Non, il faut dire que c'est un reportage de l'ACP. Tout ce que l'intelligence artificielle a fait, c'est le rendre. Donc, elle n'a rien inventé, elle n'a rien créé. Donc, on n'a pas que besoin de Mpox ou de Covid pour justement appliquer les mesures barrières. Ça continue, laver toujours le main et mettre toujours le masque. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Tu vois, il n'y a pas de différence entre ce que tu dis et ce que lui, il a dit. Tout ce qu'il dit, il n'a pris que de l'ACP. Voilà. Alors, on va revenir à un autre reportage rendu aussi par l'intelligence artificielle. Il s'agit donc des animaux de compagnie qui sont souvent réduits à leur fonction utilitaire. Ils ne vont pas vraiment voir les médecins, mais dans des pays comme les nôtres, on se dit, bon, nous n'avons pas cette culture d'animaux de compagnie. Nous n'avons pas. On n'en a pas, hein. Cette culture n'existe pas parce que la population a été paupérisée, il n'a pas de moyens. Ouais. Avoir un animal de compagnie, c'est une charge. Voire même plus qu'un enfant à la maison. Voilà, c'est ce que justement dit ce médecin dans cet autre reportage de l'ACP qui est rendu par une autre intelligence artificielle. Oui, Marius, nous sommes ici à la clinique vétérinaire provinciale de Kinshasa, dans la commune de la Gombe.
Dans cette clinique, le constat est amer. Les éleveurs des animaux de compagnie ne se présentent pas avec leurs animaux à cette clinique, sauf en cas de morsure grave due à la rage. Même pour le contrôle de routine, beaucoup n'y viennent pas. C'est seulement pour des cas de maladies graves chez l'animal. Ce médecin vétérinaire déplore cette situation. Ils se sont donné la peine d'élever, et lorsque vous prenez la peine, vous donnez la peine d'élever, vous devez accomplir vos obligations par rapport à ce que vous faites là. Un élevage, c'est quelque chose de luxe, c'est du luxe. Hein. Donc quand vous vous en occupez, quand vous avez envie d'élever, il faut que vous ayez cet avis de faire soigner les animaux que vous avez. Comme vous-même vous faites soigner aussi vos animaux. Les statistiques ne sont pas fiables, hein, parce qu'il n'y a pas un mouvement de masse. Ici à Kinshasa, par contre, à l'intérieur du pays, je sais qu'à l'est du pays, c'est une obligation. Hein. C'est une obligation de faire recenser et de faire vacciner les animaux de compagnie annuellement. Certains propriétaires des animaux de compagnie consultent tout de même la clinique vétérinaire, mais de la manière la plus irrégulière. Ceux qui viennent dans cette clinique vétérinaire viennent pour plusieurs raisons, notamment les cas de morsure. Pour ces cas de morsure, ils ne peuvent pas aller chez les cliniques privées, seulement ici où se trouve un service bien organisé. Les détenteurs des animaux de compagnie, chiens, chats, et parfois même ceux qui détiennent des singes, ils viennent ici nous consulter lorsqu'ils ont un souci pour les animaux. Mais ils ne viennent pas quotidiennement, ils viennent quand ils peuvent, hein, parce que disons, l'élevage des animaux de compagnie, beaucoup de Congolais ne savent pas que c'est toute une charge. Quand il n'est pas capable de prendre en charge toute sa famille, et vous ajoutez encore un chien, ça devient très onéreux. C'est comme ça que par moment, ils viennent, par moment, ils ne viennent pas. Et comme nous avons aussi des petites cliniques privées, à gauche et à droite, et des vétérinaires ambulants qui soignent à domicile, donc ils viennent chez nous lorsque les cas vraiment dépassent les autres. Du côté des éleveurs, l'on évoque la problématique du coût élevé des soins sanitaires dans les cliniques vétérinaires en RDC, ce qui les amène à recourir aux vétérinaires ambulants qui par ailleurs se font enregistrer et légaliser pour obtenir les cartes de vaccination à la direction provinciale de pêche et élevage. Ils ont un vétérinaire spécialement qui vient de temps à temps. Il venait depuis qu'ils étaient encore chauds pour le premier vaccin et puis le deuxième vaccin. Et puis il vient à tout moment qu'il y a un malaise grave que je ne pourrai pas gérer parce que je soigne aussi. Mais juste des cas, des petits cas, genre peut-être s'il a un petit malaise ou si peut-être il fait des sels en liquide ou peut-être s'il a le vermifuge. Donc les petits cas, moi-même je soigne. Ici en RDC, les cliniques vétérinaires sont tellement chères que c'est pas tout le monde qui se permet. Du coup, si j'ai un vétérinaire, on s'est fréquent déjà, il peut me faire de réduction et puis je pourrais facilement soigner mon chien au lieu d'attendre que je puisse avoir suffisamment pour le soigner. Il peut peut-être mourir ou avoir des cas graves. Depuis 2013, plus aucun recensement des animaux de compagnie n'a été effectué en République démocratique du Congo. Et sur 72 000 chiens recensés, 8 000 seulement ont été vaccinés pendant une campagne de vaccination en 2013. Merci beaucoup, Intelligence Artificielle. Bon boulot, rendu par... voilà, c'est un reportage de l'ACP qui est rendu par notre Intelligence Artificielle de Kinshasa Télévision. Voilà, un petit commentaire rapidement avant de clore. Je ne sais pas, on a parlé des animaux de compagnie. La poule aussi fait partie des animaux de compagnie. Mais est-ce que nous connaissons la grippe aviaire? Non. Non. Bon, souvent, les gens vous diront que c'est un truc de blanc. De blanc, voilà. Or, généralement, il est conseillé de suivre l'évolution des poules pour éviter la grippe aviaire. Parce que quand vous mangez une poule qui a été atteinte par ça, vous risquez d'être contaminé aussi. Et souvent, comme nous, on ne fait pas attention sur la qualité de la viande que nous consommons, nous consommons comme ça. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des maladies parfois compliquées. Oui. Mais après, moi, je pourrais intervenir au niveau de la culture. On n'a pas cette culture-là de considérer parce que s'il faut vacciner les chiens, c'est parce qu'il y a une autre considération des animaux de compagnie dans d'autres horizons.
à l'Occident plus précisément, où même quand les chiens est malade, on prend vraiment Non, mais il y a des grandes cliniques qui coûtent très cher. Très cher. Le chien a un budget. Les animaux. Le chien a un budget. Le problème ici, chez nous, les animaux mangent tout. Les chiens, ils mangent tout. On n'a pas une alimentation spécialisée pour lui. Mais après, du point de vue juridique... en tout cas, Lucky ne mange pas tout. Hein. Non, Lucky, lui, il est un peu... il a un budget. Lucky. Il a un budget. Lucky. Bonjour, Lucky. Parfois, on néglige l'importance, justement, de contacter les vétérinaires. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des chiens qui portent beaucoup de maladies et parfois, on n'y fait pas attention. Et parfois, vous avez des personnes qui sont atteintes de ces maladies alors qu'on ne connaît pas l'origine de cette maladie, alors que peut-être ces maladies proviendraient des chiens ou des animaux de compagnie. Donc, je crois qu'il faut prêter beaucoup plus d'attention là-dessus pour éviter justement ce genre de maladies. Vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Marius, que déjà, on a la famille et tout ça. Oui, c'est une charge. Mais je pense aussi que l'État, quand même, dans ce cas aussi, devrait jouer aussi quand même son rôle. Il devrait y avoir quand même des campagnes de sensibilisation pour rappeler à la population leurs responsabilités. Et je me rappelle, quand même, il y a certains des animaux qui doivent aussi être protégés. Il y a un député, je crois, de la législature passée, voudrait qu'il y ait une loi qui protège certains animaux. Qu'on ne mange pas les chiens, il a dit ça. Oui. Ouais. Mais il a été mal vu. Et si on ne fait pas attention, certains animaux de compagnie risquent de disparaître dans les jours à venir. En tout cas, moi... Parce que à la maison, moi j'avais un chat qui a disparu seulement comme ça. Qui a disparu comme ça aussi. Il n'a pas été bouffé. Les chats aussi sont en danger. Parce qu'il y a des quartiers à Kinshasa. On devrait protéger ces animaux de compagnie. Parce que le risque est que d'ici 10 ans, que ça soit vraiment... Mais si les gens n'ont pas à manger, qu'est-ce que tu veux? Ils vont faire quoi? Moi, j'ai pas de problème que... Désolé pour les chiens, mais si les gens ils n'ont pas à manger, qu'il n'y a que les chiens. T'as pas vu un film où c'est une histoire vraie, où il y a eu un crash d'avion dans le Nord, où après les gens ont mangé de la chair humaine. Pour survivre, parce qu'il fallait bien survivre. Et tout ce qu'il y avait à manger, c'était ça. Donc, je ne demande pas de manger la chair humaine, mais j'ai dit, s'il n'y a pas de manger, moi je ne vois pas de problème que les gens mangent ce qu'ils ont pour survivre. Mais c'est dommage que ce soit nos chiens qu'on adore. C'est vraiment dommage que ce soit nos chats qu'on adore. Par rapport à ce que vous dites, il faut voir maintenant la conséquence sur la santé humaine. Voilà. De ceux qui consomment la viande canine, par exemple. Très bien. Ce qui va clôturer notre émission d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci beaucoup à vous, Monsieur Marius. C'est bizarre de dire son propre nom. C'était un grand plaisir aussi d'être avec Monsieur Marius Moubalama, vous êtes analyste politique et proche du docteur Denis Mukwege. C'était un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau. C'était aussi un honneur pour moi d'être en face des journalistes qui sont informés. Merci. Qui n'attendent pas l'information de l'invité. Merci. Vous arrivez, vous trouvez qu'ils sont bien outillés. Merci beaucoup. Merci, c'est ce qu'on essaie. À côté la complaisance, en fait. C'est ce qu'on essaie de faire chez nous ici à Kinshasa Télévision. Allez, André Junior Moumanka, merci. Merci. Retour. Merci, monsieur Marius. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. De rien. Oui, c'est Charles Dimanjawembi. Merci pour cette compagnie, surtout avec votre mot Marius. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on voit les Marius. Ah non, ça c'est vrai. Et si vous l'avez remarqué, c'est notre point commun. Les Marius sont très intelligents, pas sauf moi. Mais en tout cas, c'est pas pour vous flatter. Ouais. À chaque fois que je me présente auprès de quelqu'un, je me dis que moi c'est Marius. La première des choses, il me dit Marius Munga. Et à l'époque, quand je venais à Kinshasa, c'était en 2008, Marius vous avez une émission à l'époque, c'est pas moi, j'ai dit Marius. Oui. Marius Munga, j'ai dit Marius. Ouais. Bon, c'est normal, moi j'ai grandi. Donc, ça veut dire que Marius était le seul Marius Munga. Bon, c'est moi qui vous représente, je suis votre ambassadeur. Je suis votre ambassadeur. Sûrement le Marius qui place le plus à la télé. Sûrement. Je connais également Marius Mihigo, Marius Mihigo que je salue d'ailleurs, parce qu'un jour j'arrive chez quelqu'un qui m'appelle Marius Mihigo. J'ai dit non, Muhunga. On peut dire, je connais Marius Mihigo. Moi je suis Marius Mushigo. Mushigo. Oh, mais c'est Mihigo. Mihigo. Moi c'est Muhunga. Donc on va faire un club de Marius. Les MM là. Oui, MM. C'est un aîné en fait. Bon, moi je suis le propriétaire de tous les MM. Allez, Jean-Pierre Mukelenge, merci encore d'avoir été là. On a fini, il n'y avait pas un Marius intelligence artificielle et un Marius original. Vous êtes des humains. Je peux créer un Marius. La fois prochaine, quand je reviendrai,
Ce sera moi qui parlerai là-bas sans être moi. Bon début de semaine à tous et merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Donc là, on s'apprête déjà pour l'émission de mercredi. Si vous avez raté cette émission, sachez qu'on se retrouve. On est ensemble tous les lundis, mercredi et vendredi à partir de... Bon, on essaye. Hein. En principe, 8h30 de Kinshasa pour vous donner l'actualité du jour sur Kinshasa Télévision. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe qui aujourd'hui étaient derrière, qui se sont battus pour être chez vous. Je ne peux pas tous les citer ici, mais je leur dis un grand merci de cet accompagnement pour que nous puissions vous arriver dans les meilleures conditions. Et voilà, je vous dis encore merci de nous avoir suivis. On vous retrouve mercredi à partir de 8h30. Tout de suite, vous retrouvez Mehdi, Kessi et Tania Kinsiona qui reviennent dans Bonjour Kinshasa sur Kinshasa Télévision. Portez-vous bien d'ici mercredi et à très bientôt. Au revoir. Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions.